parle beaucoup ces temps-ci de concurrence des mémoires. Certains milieux, parfois extrémistes, considèrent qu'on a trop parlé de la Shoah et pas assez de la traite des Noirs et de l'esclavage, sans qu'on comprenne en fait pourquoi étudier l'un empêcherait de s'intéresser à l'autre. L'autre, justement, c'est le thème du dernier livre de Maurice Dorès, Négritude et judéité, ballades en noir et blanc. L'autre est le même plus précisément, car à travers ses rencontres et ses déambulations dans un univers volontairement divers et sans jeu de mots coloré, Maurice Dorès nous entraîne à découvrir toute une galerie de portraits de femmes et d'hommes, juifs, noirs, juifs et noirs, noirs et juifs. Des sources bibliques au bar de Harlem, de la découverte des falachas en Éthiopie à leur accueil en Israël, des pistes des savanes africaines aux victoires de la musique, Maurice Dorès nous entraîne à voir ce qui est souvent encore caché. Les juifs noirs, quelle que soit la définition qu'on leur donne ou qu'ils se donnent, nous prouvent que les juifs ont des couleurs et le judaïsme n'en a pas. Maurice Dorès, donc je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes ethnologue, réalisateur, vous avez été prof d'ethnologie à Paris 7, et le livre que vous nous offrez aujourd'hui est en fait non pas un livre d'histoire, non pas un livre, une étude de cas, mais c'est en fait le récit de vos rencontres et de tout. C'est un suivi sur plusieurs années des dizaines et des dizaines de personnages que vous avez rencontrés. Exactement. Il s'agit de rencontres. D'ailleurs, le dernier chapitre du livre s'intitule « Rencontres intellectuelles, artistiques et amoureuses entre juifs et noirs ». Et avant cela, il y a les premières rencontres de mon travail. J'ai résidé à Dakar, à Bangui, et j'ai observé que les Africains avaient une attention particulière sur ce que faisaient les Juifs, ce qu'ils représentaient, et c'était réciproque. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Et à l'époque, il n'y avait rien de publié, sauf à une exception près, un article de Eliane Amadou Lévy-Valenzy, un article philosophique, Le Juif et le Noir. Donc j'ai rencontré Eliane Amadou Lévy-Valenzy, qui m'a donné un feu vert émeraude. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai aussi rencontré Manitou, le nom de totem aux éclaireurs israélites de Léon Askenazi, qui allait régulièrement au Cameroun, invité par le président de l'État Paul Biya pour des lectures, des cours de lecture de la Bible. Et Manitou m'a dit, parlant des Africains, ils sont plus bibliques que nous. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pensé que les Juifs et les Noirs avaient quelque chose à se dire et qu'il fallait étudier la question. Et j'ai commencé. J'ai commencé des recherches. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et tout ça aboutit à un livre, La beauté de Cham, Monde juif, monde noir. Donc il s'agit de rencontres individuelles et de rencontres de plusieurs mondes. J'ai aussi fait des films, Black Israel, où on voit des communautés comme les Juifs noirs de New York, les Hébreux noirs à Dimona, qui ont une lecture très particulière de la Torah et toute une histoire. En fait, donc c'est vraiment ça qui est passionnant, c'est qu'on vous suit à travers toute la planète, on suit vos rencontres. Vous écrivez que la raison première du judaïsme noir est la rencontre de l'universalisme juif et de la spiritualité africaine. Ça me semble très très fort, donc je vous demanderai d'expliquer un tout petit peu ce rapprochement. Et vous dites aussi que dans la recherche d'explication de la présence qui est de plus en plus visible de Noirs juifs en Afrique, de Noirs se disant juifs de différentes manières, vous dites que les universitaires, en fait, français, américains, passent à côté en fait de l'explication. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en pensez vous-même ? Tout à fait. C'est une histoire qui vient de loin. Paradoxalement, les Noirs, d'une certaine façon, quand ils évoluent dans la société, sont invisibles. Je vous rappelle le livre de Ralph Ellison, Homme invisible, pour qui chantes-tu ?
Donc, il y a chez certaines personnes un refus de voir les Noirs comme étant juifs. Et j'aimerais qu'on cesse de s'étonner de l'existence des Juifs noirs. Et ils ont dû lutter contre cette invisibilité. Et effectivement, ils sont en train d'y parvenir parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, ils s'expriment de plus en plus. Et il y a des œillères. Il y a des œillères de certaines personnes. C'est ça dont vous venez d'évoquer. Donc, il y a des œillères idéologiques. Il y a des personnes qui estiment que un bon noir, c'est un noir anticolonialiste, et un bon blanc, c'est celui qui va l'émanciper. Bon, donc voilà, il y a comme ça des idées. Mais l'idée que des noirs puissent se tourner vers les juifs pour des raisons spirituelles et positives. Voilà, ils ne comprennent pas. Donc, dans certains milieux progressistes, il y a ce refus, cette incompréhension de voir des noirs qui se disent juifs ou des noirs qui sont passionnés par la pensée juive. Et puis, j'appellerais aussi des œillères. Il y a aussi des œillères universitaires. Il y a quelques universités. Il y a un certain refus de considérer les mythes d'une part et de transformer en mythe tout le récit de cet autre. Alors voilà, il y a quelques universitaires qui ont entrepris un travail de déconstruction, de parler de mythes, et pour eux, le judaïsme des Africains, c'est une sorte de revendication sociale et politique. Ils ne voient... Il y a peut-être même un peu d'opportunisme aussi dans leur on peut se poser la vision. question. Certains sont même allés jusqu'à dire que que Jacques Faïdlovitch a inventé les Juifs noirs. Bon. Jacques Faïdlovitch, il faut juste préciser quand même. Hein. Jacques Faïdlovitch, c'est cet anthropologue qui, au début du XXe siècle, a redécouvert les Juifs d'Éthiopie, les Beta Israël. Sur les traces de Halévi au milieu du XIXe siècle. Donc voilà, il y a un discours qui est tout à fait, à mon avis, à côté de la réalité. Or, d'autres personnes sont allées beaucoup plus loin et ont vu, et je pense à des auteurs chrétiens, justement, qui ont vu en Afrique déjà une connaissance d'une spiritualité, d'un monothéisme, et ont observé, comme par exemple Mouni dans son livre sur les yeux de la chèvre, que les Africains, la pensée africaine était plus proche de la pensée juive que de la pensée grecque ou occidentale. Et effectivement, entre juifs et noirs, il y a les Africains, comme je rappelais ce que nous avait dit Léon Askenazi, sont plus bibliques que nous. On peut écouter par exemple un proverbe peul qui nous dit tout ce que tu vois en ce monde est chose qui échappe des mains, qui rejoint très bien un midrash où on dit que l'homme arrive les poings fermés comme si, avec un bébé, comme si tout lui appartenait, et il repart les mains vides. Donc, personne n'a inventé les Juifs noirs. Il y a des Juifs noirs depuis toujours. Et d'ailleurs, pour ce qui est des Éthiopiens, ce que retiennent les religieux, les rabbins en Israël, le seul argument qu'ils ont retenu, c'est que les Éthiopiens sont originaires de la tribu de Dan. Dan ayant Couche pour origine, l'Éthiopie, donc il y avait une tribu noire dans le peuple d'Israël. Puisque vous nous emmenez en Israël, restons-y un moment, puisque donc il y a une présence de plus en plus importante de personnes dans la population israélienne qui sont définies ou qui se définissent eux-mêmes comme noirs, depuis les Éthiopiens qu'on vient de mentionner, depuis l'opération Moïse, des Black Hebrew américains, enfin il y a énormément de communautés d'origine, et puis il y a aussi tous ces immigrants d'Afrique subsaharienne qui sont venus chercher une sorte d'Eldorado économique en Israël. Et ça s'est pas toujours bien passé. Vous interviewez, par exemple,
on n'est plus en Afrique, mais David Donatien, le compagnon de Yael Naïm, que nos auditeurs connaissent sûrement mieux, lui il dit « Israël a une grande qualité, c'est une grande famille, et un grand défaut, c'est une grande famille ». Comment la réalité israélienne, finalement, peut-elle nous laisser espérer une amélioration de la vision, j'allais dire, raciale, voire raciste, encore très présente dans ce pays? Donc, effectivement, vous avez employé le mot de racisme. Et il est certain qu'il y a des racistes en Israël, et les Éthiopiens ont eu parfois à en souffrir. Comme par exemple, quand on a appris que le sang, ceux qui donnaient leur sang, n'était pas reçu sous prétexte qu'il y avait un risque de la maladie du sida, où dans le livre aussi, je publie un entretien, plutôt une conversation assez chaotique entre des jeunes élèves, des jeunes étudiantes éthiopiennes, avec le chauffeur de bus, qui sont agressées par le chauffeur de bus qui leur tient des propos inimaginables. Tout à fait inacceptable, absolument. Il a été suspendu. Donc on ne peut pas nier ce racisme qui existe en Israël. Maintenant, heureusement, il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont faits. Il y a d'une certaine façon aussi, d'une façon générale, les Noirs apparaissent de plus en plus dans les publicités, dans le sport, dans les équipes de football, de basket. Donc, ça devient beaucoup moins rare et étonnant de voir les Noirs. C'est vraiment loin d'être rare aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'école de Mikvé Israël à côté de Tel Aviv, où il y a de très très nombreux étudiants qui sont d'origine éthiopienne, sans que ça pose de problème. Voilà. Voilà. Et comme on a parlé de balade, pour ce qui est de l'intégration des Éthiopiens en Israël, je vais vous emmener à Tel Aviv et à Jérusalem. Alors, si vous avez la chance d'être en novembre en Israël, je vous conseille de ne pas... Je vais me faire vacciner pour. de ne pas manquer le Sikdiata. Oui. Le Sikdiata, c'est un festival de culture éthiopienne qui se tient pendant 3 jours à la Cinémathèque de Tel Aviv. Et là, on a des manifestations de la culture éthiopienne, des défilés de mode, du théâtre, du cinéma. Quand vous dites la culture, c'est pas forcément la culture traditionnelle. Oui. C'est justement les créateurs d'aujourd'hui. Les deux. Voilà. Et les créateurs d'aujourd'hui, comme par exemple dans la musique, je me souviens d'un concert où s'alliaient les saxophones et puis la harpe à une corde stridente de l'Éthiopie, où dans ces défilés de mode, il y avait à la fois une création inspiré de la tradition et inspiré du design. Maintenant, il y a, beaucoup plus important bien sûr, le Sigd. Le Sigd, c'est la grande fête des Éthiopiens qui commémore la restauration de Jérusalem du temps des prophètes Ezra et Noémie. C'est depuis des siècles en Éthiopie. Les Kessim, les prêtres, montent sur la montagne. Et c'est une fête qui est devenue nationale maintenant en Israël, avec la présence... C'est une appropriation par l'ensemble de la société israélienne de ces coutumes et de cette histoire. Ouais. Donc la présence du président de l'État, la présence des grands rabbins, la présence du maire de Jérusalem. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'avais vu... un Sikh, je me souviens d'un petit accroc. Une femme avait interrompu la ministre de l'intégration, c'était Soufa Landver, et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que la ministre s'occupait mieux des Russes que des Éthiopiens. Bon. Et aujourd'hui, la ministre de l'intégration est éthiopienne. C'est Pnina Tamano Chata. Il y a vraiment une évolution c'est pour tout dire à fait remarquable dans le pays, c'est vrai.
les choses avancent. Voilà. Je voudrais dire un mot quand même avec vous autour de la question du Rwanda. Il y a tout un chapitre consacré au Rwanda et il y a vraiment des rapprochements très pertinents, je crois, faits des deux côtés entre la notion de génocide au Rwanda et la Shoah. Ce travail croisé, disons, sur les deux mémoires est en train d'avancer. Est-il suffisamment avancé selon vous? Oui. Alors, j'aimerais à ce sujet citer un livre. C'est Rwanda 1994, Paroles de rescapés. C'est un livre qui a été dirigé par Lenny Munyakazi, qui m'a fait l'honneur de demander une préface, et qui a créé une association d'anciennes victimes. Ils étaient du génocide Tutsi. Elle a créé cette association, Tubeo Family, qui est soutenue par une organisation juive que vous connaissez, le Kazib Kojazor. Donc, il y a manifestement, au sujet du génocide des Tutsis, certainement une entente entre juifs et rwandais. Et le mémorial de la Shoah aborde très souvent le sujet, par exemple. Voilà, j'allais vous parler du mémorial de la Shoah et de Yad Vashem. Vous savez qu'à Yad Vashem, les responsables sont très stricts et rigoureux sur le terme de génocide. On ne peut pas appeler des événements, même des événements dramatiques. Oui, il y a un ensemble de critères très stricts. Et Yad Vashem fait toujours une place, fait régulièrement une place au génocide des Tutsis. Et si on regarde bien l'histoire, on s'aperçoit que le processus qui mène au génocide est tout à fait parallèle. On trouve les mêmes étapes. Le racisme, la mythologie, la préparation, l'organisation des tueries de masse avec la propagande, la propagande et finalement le négationnisme. De même qu'il y a un négationnisme concernant la Shoah, il y a un négationnisme concernant le génocide des Tutsis. Et j'aimerais aussi vous parler de voyages qui ont été organisés, des voyages qui ont été organisés régulièrement de jeunes groupes de juifs et de rwandais. J'avais participé à un voyage organisé par la Shemerat Saïr. D'accord. Et un autre voyage avait été organisé par les étudiants juifs. L'UEJF. L'UEJF. Et à cette occasion, Christiane Taubira avait avait participé à ce voyage. Et elle avait fait une remarque que j'aimerais reprendre. Elle avait observé comment, pendant le voyage, il y avait une bonne entente, beaucoup de plaisir, de chants, de danse, de rencontres entre les Juifs et les Rwandais. Et elle avait dit, oui, les Juifs et les Noirs ont des choses à se dire, mais pas seulement des questions autour de la mort et de la souffrance. Autour de la mort, aussi on peut se réjouir. Et nous sommes frères d'allégresse, frères de détresse, frères d'allégresse. Et j'ai trouvé cette formule vraiment très bonne. Frères de détresse, frères d'allégresse, ça aurait pu être le sous-titre de ce livre où il est beaucoup question des rencontres, de la musique, de la cuisine aussi. La musique joue un rôle très important. Nous ne sommes pas toujours dans le registre lacrymal ou victimaire. Nous sommes aussi dans le registre de la création. De ces liens. Donc voilà, écoutez, c'est une fort belle conclusion. Ce sont des liens qui sont vivants et pour la vie. Et ce n'est pas du tout une histoire finie ou une histoire simplement négative. Donc Maurice Dorès, vraiment, je vous remercie pour nous avoir offert cette balade en noir et en blanc. Et j'espère que nos lecteurs y trouveront autant de plaisir que j'ai pu en trouver à sa lecture. Et vraiment, on apprend énormément de choses, et encore une fois, sur tous les continents. Merci beaucoup.
Merci.